Les cahiers de l'avenir en commun numéro 2, la planification écologique. Les cahiers de l'avenir en commun permettent d'aborder le projet présidentiel porté par Jean-Luc Mélenchon à travers 4 thèmes successifs. Démocratie et liberté, vite la 6ème République, la planification écologique, le progrès social et humain, et pour une France indépendante. La crise économique rejoint la crise écologique. Il n'y a aucun doute sur l'imbrication de ces deux crises. Elles produisent précarité, pauvreté, migration, insécurité alimentaire et énergétique. Tous les candidats à l'élection présidentielle se présenteront en affirmant, à l'image d'Emmanuel Macron, qu'ils sont les champions de l'écologie. Pourtant, peu d'entre eux remettent en question les causes de ces deux crises. Le capitalisme et ses corollaires, le productivisme et le consumérisme, sont les logiques qui organisent le monde et le mènent à sa perte. Le chômage de masse est structurel. La destruction des droits sociaux menace le bien-être humain. Les pollutions sont à l'origine d'une surmortalité et du dérèglement climatique. Les traités de libre-échange engendrent migration économique et climatique. Planifier la grande bifurcation. Jean-Luc Mélenchon défend depuis plus de 12 ans la mise en œuvre d'une planification écologique. Il faut organiser la grande bifurcation écologique de notre économie. Il s'agit de planifier cette bifurcation dans tous les secteurs. Énergie, nationalisation, protectionnisme solidaire, plan d'investissement, finances, construction et bâtiments, aménagement du territoire, transport, consommation, biodiversité, agriculture et alimentation, eau, forêt, économie solidaire. Ce deuxième numéro des cahiers de l'avenir en commun, le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, propose des orientations et des mesures prioritaires. Un questionnaire consultatif permet aussi de participer et d'exprimer son avis. Avant-propos. Vous avez en main le deuxième numéro de la revue Les cahiers de l'avenir en commun. Cette revue inaugure une nouvelle méthode de travail sur un programme pour une élection présidentielle. Nous faisons le pari de donner à chaque personne un moyen simple de participer à la discussion sur le contenu du programme que portera la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Après la publication du premier numéro Démocratie et liberté, vite, la 6ème République, vous avez entre les mains le deuxième numéro consacré à la bifurcation écologique de l'économie française. Nous proposons de répondre aux enjeux écologiques en planifiant de profonds changements dans les méthodes de production et de consommation. Parallèlement à l'édition de cette revue, que vous trouverez dans les librairies, les maisons de la presse et autres points de vente, nous consacrons un espace au programme sur le site noussommepour.fr. Vous y trouverez notamment une page pour déposer en ligne votre contribution et pour répondre au questionnaire. Une équipe a été constituée pour traiter vos contributions et vos réponses. Pour nous, le programme est la question clé de l'élection à venir. La période que nous vivons exige d'annoncer avec sérieux ce que l'on devra faire pour garantir le grand changement d'orientation dont le pays a besoin. Et cela ne peut être un travail de dernière minute, ni un arrangement négocié à la va-vite entre partis politiques. Il faut du sérieux, une préparation minutieuse et éviter les imprécisions. L'échec de l'épisode du néolibéralisme dans le monde est désormais évident. Pour autant, cela ne signifie pas que chacun y voit clair sur ce qu'il faut faire. Nous y avons travaillé avec application. Le document que nous mettons en débat vient de loin. Il est déjà passé par 2 étapes en recueillant 4 millions de voix en 2012, puis 7 millions en 2017 aux élections présidentielles. Il a été constamment construit et actualisé dans le dialogue avec les associations et les syndicats, les intellectuels et les lanceurs d'alerte. Il vient donc de la société elle-même. Puis, il a été présenté à l'Assemblée nationale sous forme de proposition de loi ou d'amendement au texte discuté, et aussi sous forme de proposition directive présentée au Parlement européen. Tout cela est un gage de crédibilité. Un processus public sérieux pour être prêt à gouverner. L'étape qui s'ouvre à présent va nous permettre de repasser au peigne fin de la discussion la plus large possible tout notre plan de travail. Des forums publics retransmis en direct sur Internet et des auditions publiques vont compléter ce dispositif. À l'automne 2021, nous publierons la synthèse générale de ce travail avant d'engager la phase finale de la campagne au premier trimestre 2022, conduisant au vote.
Si le peuple le décide, il s'agit d'être prêt à gouverner le pays en toute maîtrise de l'action à mener. Et il faut un peuple prêt et déterminé quand le nouvel ordre des choses devra se mettre en œuvre. Bâtir la société de l'harmonie et de l'entraide, par Jean-Luc Mélenchon. Nous entrons dans la décennie décisive pour l'humanité. Comment contenir le réchauffement climatique dans la limite acceptable définie par les accords de Paris sur le climat? En divisant par 5 les émissions de gaz à effet de serre dues à nos activités d'ici l'an 2030. Si nous faisons moins bien, nous franchirons des points de bascule irréversibles. Alors les conséquences en chaîne du changement climatique et de l'extinction de la biodiversité changeront radicalement les conditions d'existence des sociétés humaines. Le retour des grandes pandémies annonce cette nouvelle ère. La prochaine élection présidentielle décidera stop ou encore. Le programme L'Avenir en commun défend l'option d'une écologie sociale en rupture avec l'actuel modèle économique, car c'est lui la cause du changement climatique, de l'extinction de masse, de la biodiversité, de la dégradation spectaculaire de l'écosystème. Ce modèle économique fonctionne selon la stricte logique du moindre prix pour maximiser les profits. Ceux-là vont s'accumuler dans la sphère financière sans aucun bénéfice humain. Cette logique d'accumulation paralyse ensuite les investissements massifs pourtant nécessaires dans l'économie réelle. Ils sont indispensables si nous voulons changer la façon de produire et de consommer. Ce système conduit à tous les abus et tous les saccages. Le grand déménagement du monde, la déforestation, la plastification des océans, les pressions à la baisse sur les salaires, les destructions des services publics viennent de là. Les maîtres de l'économie mondiale, les gouvernements libéraux soumis à leurs emprises, sont responsables du saccage de la planète. Et tous ces dégâts sont possibles quand l'abaissement de la rémunération du travail salarié ne rencontre plus de résistance. Et évidemment, cela pèse en premier lieu sur la vie des gens simples, des pauvres, des sans grade. C'est pourquoi la question sociale est centrale en écologie. Elle nous donne la clé de compréhension pour savoir comment rompre avec ce qui cause les grands dérèglements écologiques. Le programme que porte ma candidature propose de sortir de ce modèle. La bifurcation nécessaire passe par un changement complet dans leur relation à la nature. Nous devons nous débarrasser des rapports de prédation fondés sur l'illusion entretenue par le productivisme, d'une séparation entre les sociétés humaines et les équilibres des écosystèmes. La nouvelle clé de l'organisation sociale est la recherche de l'harmonie. Il s'agit de mettre en concordance les rythmes de nos productions, nos échanges et nos consommations avec les rythmes de la nature elle-même. Tel est l'enjeu de la règle verte, que nous voulons inscrire dans la Constitution. Ne plus prendre à la nature davantage qu'elle n'est capable de reconstituer. C'est un défi technique et d'intelligence humaine. L'ampleur de la tâche est grande, mais elle est à la hauteur de notre peuple. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés le dos au mur dans l'histoire? Combien de fois avons-nous réussi à retourner la situation? Pour le faire, les Français puiseront dans leurs réserves républicaines. Au fond, notre écologie sociale et la République ont une même assise. L'intuition de la République, celle qui a jailli de la Révolution de 1789, est renforcée par l'épreuve du dérèglement écologique. Tous les êtres humains dépendent d'un écosystème unique pour leur survie. Ils sont semblables et donc égaux en droit. Ainsi, on voit apparaître un intérêt général humain. Le mettre en œuvre par les moyens démocratiques est le but de la République écologique à laquelle nous aspirons. Le jeu libre des intérêts particuliers ne pourra jamais nous éviter un réchauffement catastrophique du climat ou la 6e disparition des espèces. L'idéologie aveugle du marché à tout prix, de la concurrence en tout domaine et de l'extension sans fin du commerce de la marchandise doit être mise hors jeu. La condition commune de l'humanité dans sa relation à la nature implique l'existence de biens communs. L'eau, l'air, les forêts, la mer, le vivant sont des domaines où l'appropriation privée ne peut plus être la règle. Les prélèvements humains sur ces cycles ne doivent pas être soumis à la dictature du profit à court terme. Il faut les placer sous la vigilance du collectif et de l'intérêt général.
Le cœur de la règle verte est de retrouver la maîtrise collective du temps. Le règne de la finance a créé une société de l'accélération permanente et infinie vers le temps le plus court possible, le temps zéro, celui des princes de la bourse qui ne voient pas plus loin que l'heure qui suit, afin de faire monter la valeur d'une action. Il nous faut interrompre cette course folle et revenir à une gestion maîtrisée et raisonnée du temps. Pour la décennie décisive qui s'annonce, la planification s'impose. Un État stratège doit émerger pour fixer les grands objectifs d'intérêt général et établir un calendrier de réalisation. Que devons-nous faire dans les prochaines années pour modifier notre trajectoire actuelle? Passer à 100% d'énergie renouvelable, en sortant du nucléaire et du carboné, rénover les logements passoires thermiques, sortir des pesticides et retrouver l'autosuffisance alimentaire. Que devons-nous changer pour nous adapter aux conséquences déjà irréversibles du changement climatique? Consolider nos grandes infrastructures, anticiper la montée du niveau de la mer, rénover complètement le réseau d'eau potable. Ces quelques exemples montrent dans quelle direction un haut commissariat à la planification écologique conduirait l'économie du pays. Pour ce faire, il aura besoin du concours des syndicats de travailleurs et des organisations patronales. Il aura surtout besoin des communes, l'échelon de base de la démocratie française, pour ajuster au niveau local le cap global défini en commun. La planification écologique créera des millions d'emplois dans divers secteurs. L'une de ses premières missions sera de reconstruire et d'orienter l'industrie française vers des productions nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Partout dans le pays, il faudra créer des réseaux plus productifs et agricoles locaux, grâce à un protectionnisme solidaire. La bifurcation écologique est une nouvelle marche vers un progrès humain. Sa réussite dépend en grande partie de notre capacité à dépasser les égoïsmes sociaux et la culture du chacun pour soi. Depuis le passé lointain, les humains ont traversé les épreuves en se serrant les coudes. Nous sommes les héritiers des solidaires. Je propose de bâtir la société de l'entraide. Pas de bifurcation écologique possible sans maillage des services publics sur le territoire, sans réduction des inégalités, sans lutte contre la pauvreté. La France a toujours été grande quand elle a utilisé sa puissance pour agir au service du bien commun. Son peuple a souvent su prendre en charge, à pas de géant, les tâches d'intérêt général dans les périodes de tempête. C'est le chemin que propose mon programme au peuple de France. Retrouver le goût du futur, le sens de l'intérêt général, bâtir la société de l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Tels sont les jours heureux auxquels nous aspirons. Jean-Luc Mélenchon. Sommaire. 8. La bifurcation écologique pour une société de l'harmonie. 9. Investir pour relancer la bifurcation de notre économie. 10. Face au désastre écologique, planifier pour sortir de ce modèle. 16. Énergie 100% d'énergie renouvelable. 17. À l'Assemblée, la bataille pour la sortie du nucléaire. 18. Comment atteindre 100% d'énergie renouvelable. 21. Transport, développer les transports publics écologiques, repenser la mobilité individuelle. 22. À l'Assemblée, 2 batailles parlementaires pour sauver et développer nos transports en commun. 24. Rénovation énergétique, un enjeu écologique et social. 25. Consommer autrement, une France zéro déchet. 26. Pollution, désempoisonner le monde. 28. Sauver l'écosystème et la biodiversité. 29. L'eau, notre bien commun. 32. À l'Assemblée, la bataille parlementaire pour les biens communs, l'accès à l'eau. 33. Répondez au 2e questionnaire des cahiers de l'avenir en commun. 37. Souveraineté alimentaire et révolution agricole pour une agriculture écologique et paysanne. 38. Rompre avec la maltraitance animale. 40. La souveraineté alimentaire, mangez tous, mangez mieux. 42. À l'Assemblée. La bataille contre les pesticides et pour la souveraineté agricole et alimentaire. 43. En finir avec la malbouffe. 44. L'égalité des territoires par la démocratie et les services publics. 45. Organiser les territoires de la République. 47. La forêt, notre bien commun. 49. À l'Assemblée, la bataille parlementaire pour protéger les forêts. 50. Mettre fin au pillage économique de la nation. 51. À l'Assemblée, la bataille contre les privatisations. 52. Instaurer un protectionnisme solidaire pour produire en France et assurer notre indépendance. 53. À l'Assemblée, le combat pour la régulation des échanges internationaux. 54. Focus, le protectionnisme
Clé de la bifurcation écologique. 56. Mettre au pas la finance. 57. Définanciariser l'économie réelle. 58. Mobiliser l'argent pour financer les PME, la création d'emplois et la bifurcation écologique. 59. Société de l'entraide. Généraliser l'économie sociale, solidaire et coopérative. 60. Des pôles publics pour répondre aux besoins. 62. Focus. S'intéresser aux propositions des autres programmes. 66. Urgence climatique et défense nationale. 1. La bifurcation écologique pour une société de l'harmonie. L'urgence écologique et climatique suppose de rompre avec le système de l'argent roi. L'exigence d'une société d'harmonie entre les êtres humains et avec la nature doit être inscrite au sommet de la hiérarchie des normes et conditionner l'action de l'État. L'enjeu est la reconquête collective du temps long. C'est le but de la planification écologique, prendre les mesures nécessaires pour faire bifurquer notre modèle de production, de consommation et d'échange. Mesure clé, inscrire dans la Constitution la règle verte, instaurant l'interdiction de prélever ou de produire davantage que ce que notre planète peut régénérer ou absorber. Adopter les lois cadres instaurant une planification écologique et démocratique, concordant les niveaux national et local. Donner les moyens humains et financiers à l'État et ses opérateurs publics pour mener à bien son rôle de planification. Créer un ministère de la planification écologique et l'entourer des délégués à l'échelle locale et par branche d'activité. 2. Investir pour lancer la bifurcation de notre économie. La bifurcation écologique nécessite des investissements massifs pour changer les modes de production, d'échange et de consommation. Il faudra donc créer des millions d'emplois de qualité pour mettre en œuvre ces changements. Mesure clé, lancer un plan de 100 milliards d'euros d'investissement écologiquement et socialement utile. Annuler les cadeaux fiscaux accordés sans contrepartie aux plus grandes entreprises ces 10 dernières années. Utiliser cet argent pour investir et rétablir des pôles publics dans l'énergie, les transports et la santé afin de réindustrialiser le pays par le rétablissement de plans de filière. Face au désastre écologique, planifier pour sortir de ce modèle. Notre époque est celle de l'Anthropocène. Ce mot désigne la modification des cycles naturels du climat, de la diversité des espèces et plus généralement des événements géologiques en raison de l'action humaine. Nous sommes dans une décennie décisive. Sans changement de modèle, dans les 10 prochaines années, le changement climatique franchira des seuils catastrophiques. Les grands cycles naturels seraient alors bouleversés et les conséquences pour les êtres humains imprévisibles. Le désastre écologique menace nos conditions d'existence individuelles et collectives. Nous devons révolutionner notre manière de produire et de consommer pour garantir un futur à la civilisation humaine. Une part du réchauffement climatique est d'ores et déjà irréversible. Il y a donc urgence à nous adapter pour faire face à ces conséquences. Il s'agit, par ailleurs, d'éviter d'aggraver la situation. Pour réussir, il faut planifier. En 2020, les députés insoumis, autour de Bastien Lachaud, ont proposé un plan de déconfinement économique pour une bifurcation écologique. Il était construit autour de grands chantiers nécessaires pour engager la bifurcation écologique, passer à 100% d'énergie renouvelable, rénover 700 000 logements par an, reconstruire notre système de santé ou encore relocaliser les activités essentielles. Ces projets nécessitent une organisation méthodique et la création de millions d'emplois. Pour y parvenir, nous proposons une méthode, la planification. Elle ne peut être organisée du haut vers le bas, mais en concertation avec les communes, les syndicats et les organisations de la société civile. Ainsi, elle fortifiera la démocratie. Écologiquement, son principe est la règle verte, c'est-à-dire ne pas produire ni consommer davantage que ce que la nature est capable de reconstituer. La planification, une tradition française. La planification correspond à une tradition bien implantée en France, sous les 4e et 5e Républiques. Le premier plan français a été élaboré au sortir de la guerre. Même la Commission européenne, dans ses premières années, se livrait à des exercices de programmation à moyen terme et fixait des objectifs généraux pour la production industrielle ou scientifique. À l'heure actuelle, il existe une multitude de plans élaborés par les administrations françaises et la planification des sols au plan climat-air-énergie territoriaux. Les grandes entreprises elles-mêmes planifient au quotidien leurs activités économiques, leurs investissements, leur production, leur gestion des stocks.
Mais ces planifications ont un trait commun. Elles se font du haut vers le bas et sans la participation populaire. Pourtant, planifier, c'est se réapproprier le temps long et donc les décisions de grande portée. L'intérêt général impose alors de mettre en place la planification citoyenne. La planification est avant tout une méthode. L'année 2020 aura révélé la voie à ne surtout pas suivre. Produire n'importe quoi, n'importe comment, sans se soucier du bien-être social des travailleurs ou du bien-être écologique de la planète, conduit au chaos. Pour sortir du marasme, le moment est venu de redéployer l'économie dans notre pays dans une toute nouvelle direction. Il s'agit de permettre à chacun de vivre dignement, tout en préservant la seule planète compatible avec la vie humaine. L'objectif est double, écologique et social. La planification est une méthode pour l'atteindre. Elle correspond à l'organisation dans le temps et dans l'espace des moyens humains, financiers et juridiques permettant d'atteindre cet objectif. La bifurcation écologique de notre économie est une tâche impossible sans un haut niveau de coordination et d'anticipation. Les actions individuelles comptent, mais l'essentiel de la bifurcation écologique relève d'investissements collectifs. C'est à l'État de les assumer et de les organiser. Il dispose des leviers d'action pour cela. Tout d'abord, la possibilité d'énoncer de nouvelles lois pour interdire les pratiques polluantes et punir les pollueurs. Ensuite, il y a d'importants moyens humains. Les fonctionnaires des administrations, centrales et locales, des services publics et des agences d'État. Depuis 2017, près de 15% des postes ont été supprimés dans l'État pour ce qui est du ministère de l'écologie et de ses agences. Il faut revenir sur ces suppressions et au contraire augmenter considérablement les effectifs. Ces moyens sont également fiscaux et budgétaires. En effet, c'est par de grands programmes d'investissement public que la bifurcation peut s'opérer. Le système fiscal actuel continue de subventionner massivement les secteurs les plus polluants. Cela doit cesser. La fiscalité, notamment via la suppression des niches fiscales pro-pollueurs, doit permettre à tous, notamment aux plus pauvres, d'accéder aux biens et aux produits écologiques. Les étapes clés de la planification. Planifier, c'est une méthode efficace pour coordonner et diriger l'économie vers un but commun. L'importance est donc le contenu de ce but commun, la façon dont il est déterminé et la mise en œuvre concrète de la planification. La planification est donc un processus décliné en plusieurs étapes que voici. 1. Établir le principe directeur, la règle verte. Ce système économique dans lequel nous vivons épuise la planète. Nous consommons chaque année davantage que ce que la planète peut supporter. Nous vivons à crédit. Or, les ressources biologiques et énergétiques de la Terre et sa capacité à les renouveler sont limitées. Il est temps de réorganiser collectivement et démocratiquement la production de la nation. L'objectif est de satisfaire nos besoins essentiels tout en respectant les limites planétaires. Pour y parvenir, nous devons arrêter de prélever sur la nature davantage de ressources renouvelables que ce qu'elle peut reconstituer, et cesser de produire davantage que ce qu'elle peut supporter. C'est ce que nous appelons la règle verte. Cette règle collective est le principe directeur de la planification. Elle en oriente le contenu. 2. Déterminer les nouveaux indicateurs de progrès humain. Toute planification écologique est indissociable de l'établissement d'une doctrine, c'est-à-dire d'une vision de l'écologie. L'écologie populaire que propose l'avenir en commun implique l'établissement de nouveaux indicateurs plus fins et plus qualitatifs que les très grossiers indicateurs qu'est le produit intérieur brut PIB. En effet, le PIB est seulement un indicateur de l'activité. Creuser un trou et le reboucher, ensuite, fait progresser le PIB. Mais à quoi cela sert-il ? Rénover les réseaux d'eau ou assécher les nappes phréatiques par un trop grand pompage sera pris en compte de la même façon par le PIB. De nouveaux indicateurs doivent être imaginés. Ils évalueront la progression d'objectifs d'intérêt général, les effets concrets sur la qualité de vie et sur l'environnement. L'écologie populaire ne dissocie pas le progrès écologique et social, ni l'être humain de son environnement. Pour en tenir compte, nous voulons instaurer des indicateurs de progrès humain. 3. État, communes, syndicats, entreprises, coordonner les acteurs de la planification. La planification
donnent à l'ensemble des forces vives du pays les mêmes objectifs d'intérêt général. Mais elles doivent également s'appuyer sur les demandes de la population, les acteurs locaux et les communes. Dans chaque domaine, il convient de solliciter ceux qui savent et d'associer les associations environnementales, les syndicats, les organisations patronales et les collectivités locales à la définition et à la réalisation des objectifs. L'État doit assumer son rôle de stratège, planifier et coordonner la mobilisation générale de tous les acteurs et leur savoir-faire. Il doit articuler la contrainte par la loi contre les gros pollueurs et la protection pour les salariés et les classes populaires et moyennes. Créer un ministère de la planification écologique pour superviser la mise en œuvre du plan. Sa mission sera de mener un travail de coordination, de concertation entre les différents intervenants et administrations. Il sera chargé de proposer au gouvernement la mise en œuvre concrète des grandes orientations, puis de superviser la conduite du plan. Associer secteur par secteur les syndicats de travailleurs des ONG et les organisations patronales. Le ministère de la Planification écologique doit déterminer les objectifs généraux en lien avec les acteurs intéressés. Les ONG, autant que les différentes branches professionnelles et leurs travailleurs, détiennent une expertise précieuse. Ils doivent être sollicités pour identifier les entreprises et usines existantes sur lesquelles s'appuyer, les filières à structurer ou renforcer, les besoins de formation initiale et continue, les besoins d'investissement dans l'innovation et la recherche. Impliquer les communes et les collectivités. Le pouvoir communal et l'organisation départementale de la France sont des atouts majeurs. Les communes sont l'échelon du goutte à goutte. Elles pourront, en amont, participer au processus de remontée des besoins et propositions. La mobilisation de ces institutions permet l'implication populaire dans la réalisation de la planification écologique. En aval, dans le cadre général du plan, elles participeront à la réflexion sur les projets locaux qui pourraient bénéficier d'investissements publics. Développer la démocratie dans les entreprises. La bifurcation de la production est un processus technique. Elle nécessite de modifier les lignes de production et son organisation à l'intérieur des entreprises. Les salariés sont les meilleurs connaisseurs de leur outil de travail. Ils sont les principaux moteurs de la bifurcation. C'est pourquoi la planification écologique devra augmenter leur intervention au sein de l'entreprise. La création de comités de salariés permettra de poser et de trancher les questions concrètes posées par la transition écologique. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire, notamment les coopératives, seront encouragées. Les pôles publics que nous bâtirons y joueront un rôle déterminant, associant salariés et représentants du peuple au niveau national et local. 4. Parer à l'urgence, s'adapter à l'irréversible. Une part du changement climatique est d'ores et déjà irréversible. On en voit déjà les conséquences dans notre pays. La France est le 15e pays dans le monde parmi les plus exposés aux phénomènes climatiques extrêmes. Ceux-ci achèvent de détruire les réseaux essentiels qui ont déjà été très affaiblis par le démantèlement néolibéral de l'État. Les infrastructures privatisées tombent en ruine faute d'être entretenues. Le second plan national d'adaptation au changement climatique 2018-2022 a été doté d'un budget de 3,5 milliards d'euros sur 5 ans, mais son chiffrage reste flou et mobilise principalement des sommes déjà existantes. Il y a pourtant urgence. Le réseau d'eau potable est vétuste. 1 litre sur 5 est perdu en fuite. Dans les Outre-mer, c'est 1 sur 2. L'accès à l'eau, à son assainissement, est devenu le problème numéro 1. Au rythme actuel d'investissement, il faudrait plus de 150 ans pour renouveler l'ensemble des canalisations. Or, celles-ci ont une durée de vie moyenne de 60 ans. Les routes, ponts, barrages, digues et viaducs nécessitent de l'entretien. 25 000 ponts gérés par l'État et 16 000 gérés par les collectivités seraient en mauvais état. Ils sont pourtant essentiels pour l'accès à tous les réseaux collectifs. Les digues sont des ouvrages indispensables pour limiter les conséquences de la montée des eaux. Les barrages jouent un rôle majeur dans le stockage de l'eau et la production d'électricité. Entretenir, réparer et consolider ces ouvrages sont des missions d'avenir. Il faut enfuir les lignes à très haute tension. Celles-ci sont exposées aux vagues de chaleur, aux incendies et aux vents violents. 5. Identifier les grands chantiers de la nation. La bifurcation écologique est également définie par une double affirmation. Premièrement, chacun doit pouvoir subvenir à ses besoins fondamentaux.
Avoir les moyens de se nourrir, de se loger, de se déplacer, de se cultiver et prendre soin de soi et de ses proches, voilà l'essentiel. Deuxièmement, nous devons changer la façon dont nous produisons, consommons et échangeons pour nous mettre en harmonie avec la nature et ses cycles. La planification implique d'identifier les grands chantiers de transformation écologique. Ceux-ci correspondent à la fois aux secteurs les plus polluants et aux réseaux essentiels à une vie digne: transport, énergie, logement, agriculture. Pour chaque domaine de la production, des mesures clés et des objectifs sectoriels visent à répondre aux doubles enjeux écologiques et sociaux, comme planifier l'isolation thermique de 700 000 logements par an, atteindre le 100% d'énergie renouvelable, investir massivement dans le ferroviaire. 3. 100% d'énergie renouvelable. Les énergies fossiles sont polluantes. Le nucléaire n'est pas non plus une solution d'avenir. Il ne règle aucune question, ni l'indépendance d'approvisionnement, ni la sûreté des installations face aux bouleversements climatiques, ni la gestion des déchets nucléaires. Il faut accélérer la recherche et la production d'énergie renouvelable. Mesures clés. Planifier le passage à 100% d'énergie renouvelable avec un double mot d'ordre: sobriété et efficacité énergétique. Sortir des énergies carbonées. Arrêter les subventions aux énergies fossiles, notamment à l'étranger. Sortir du nucléaire. Abandonner les projets d'EPR. Planifier le démantèlement, la réhabilitation et la reconversion des sites nucléaires et de l'ensemble de leur bassin de vie. Annuler la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz. Stopper la privatisation des barrages hydroélectriques. Créer un pôle public de l'énergie en lien avec les coopératives locales en renationalisant EDF et Engie. La bataille pour sortir du nucléaire. L'objectif de réduction de la part d'électricité issue du nucléaire d'ici 2025 a été abandonné par l'ancien ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, au début du mandat d'Emmanuel Macron. Pourtant, l'urgence est réelle. Les 2/3 des réacteurs nucléaires français auront atteint 40 ans de vie en 2027, soit la durée de vie pour laquelle ils ont été conçus. Le gouvernement a pour projet de prolonger coûte que coûte cette technologie. Le grand carénage, c'est-à-dire des opérations de maintenance et de rénovation des centrales, nécessiterait 100 milliards d'euros, autant d'argent qui ne sera pas investi dans le développement des énergies renouvelables. La campagne pour sortir du nucléaire et la promotion des énergies renouvelables a été la première campagne nationale thématique de la France insoumise. Menée en 2018 par la députée Mathilde Panot, elle a permis d'organiser la plus grande votation jamais faite en France sur le sujet. 314 530 votants se sont prononcés pour la sortie du nucléaire. Cette bataille s'est prolongée par le soutien aux luttes du mouvement syndical et associatif. Ce fut le cas du combat des sous-traitants du nucléaire pour de meilleures conditions de travail et une plus grande sécurité des installations. Les députés insoumis ont insisté sur ce point dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, remis en janvier 2018. Le 16 juin 2018, ils étaient encore présents à la journée de mobilisation contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires CIGEO à Bar-le-Duc. Ils se sont aussi élevés contre la criminalisation des militants antinucléaires. Une proposition de loi pour la sortie du nucléaire et le développement des énergies renouvelables issue d'un travail de l'atelier des lois de la France insoumise a été présentée par Mathilde Panot en novembre 2018. De nombreux amendements ont aussi été déposés sur ce thème lors de l'examen du projet de loi dit Énergie-Climat au cours de l'année 2019. Comment atteindre 100% d'énergie renouvelable ? L'énergie est au cœur du fonctionnement de notre société. Pétrole, gaz, charbon, 60% de l'énergie finale consommée en France provient des énergies fossiles extrêmement polluantes. Les scientifiques estiment qu'il faudrait laisser près de 80% des réserves fossiles disponibles dans le sol pour limiter le réchauffement planétaire en deçà de 2 degrés. L'alternative du nucléaire représente un danger potentiellement destructeur, comme on l'a vu à Fukushima. Et il soulève de nombreuses questions. L'énergie nucléaire ne garantit pas la souveraineté de production. La France est dépendante de l'importation d'énergie fossile et d'uranium pour la production d'électricité d'origine nucléaire. De plus,
Le coût du nucléaire est maintenant 2 à 3 fois supérieur à celui des énergies renouvelables. La production nucléaire est même menacée par la nouvelle donne climatique. Les centrales sont exposées à la hausse des températures, à la sécheresse et aux inondations. Énergie fossile comme énergie nucléaire ne répondent pas aux enjeux écologiques à venir. Les énergies renouvelables sont le seul choix responsable pour l'avenir. Or, pour l'instant, la France est en retard. Elle n'atteint pas ses objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre. En 2019, elle occupait l'avant-dernière place du classement européen pour le développement des énergies renouvelables. Pour 2020, elle avait un objectif de 23% d'énergie renouvelable dans la consommation finale, mais cette part n'atteignait réellement que 17%. Dans le même temps, le gouvernement, malgré les déboires industriels de la filière, persiste à entretenir l'illusion d'une énergie d'avenir. L'objectif de 100% d'énergie renouvelable est aussi un enjeu de souveraineté. Le marché libéralisé de l'énergie, combiné à une forte dépendance aux énergies fossiles, conduit au chaos. L'État est dépecé de ses meilleurs atouts. Le projet Hercule, négocié avec la Commission européenne, a pour objectif de démanteler EDF en scindant le groupe en plusieurs morceaux. La logique est simple. Socialisation des coûts, privatisation des profits. Si ce projet parvient à son terme, l'État paierait les frais de tous les problèmes liés au nucléaire. Les énergies renouvelables et les barrages pourraient être privatisés. On confierait ainsi au secteur privé des infrastructures indispensables pour faire face aux défis climatiques. Nous souhaitons, à l'inverse, la constitution d'un pôle public intégré de l'énergie. Nous devons maîtriser toute la chaîne d'électricité d'un bout à l'autre. Il s'agit de planifier la sortie du nucléaire et le démantèlement des centrales. Dans le même temps, il faut doter l'État des moyens nécessaires pour parvenir aux 100% renouvelables. Cela implique d'abord la reprise du contrôle des sites d'Alstom rachetés par General Electric en France. Le groupe General Electric a détruit 3000 emplois en 5 ans. Des filières de production indispensables à l'atteinte du 100% d'énergie renouvelable et à la maîtrise de toute la chaîne d'électricité sont délocalisées. Cela n'est pas acceptable. Nous ne devons dépendre de personne d'autre que nous-mêmes dans la production d'éléments clés tels que les turbines ou encore l'appareillage électrique des lignes haute tension. Il faut aussi pouvoir investir dans la recherche en matière d'énergie, comme par exemple l'hydrogène vert. 1. Efficacité et sobriété. Premièrement, l'objectif de 100% d'énergie renouvelable est indissociable d'une baisse globale de la consommation d'énergie et donc d'une recherche d'efficacité et de sobriété. L'efficacité, c'est consommer mieux. La sobriété, c'est consommer moins. Cette sobriété passe notamment par la mise en œuvre d'un grand plan de rénovation des logements. À l'heure actuelle, la France a des logements les moins performants énergétiquement en Europe. À cause de ces logements qualifiés de passoires énergétiques, la consommation augmente quand le froid arrive. La précarité énergétique concerne 6,7 millions de Français. Or, le rythme actuel de rénovation est insuffisant. Il faudrait le multiplier par 5 après 2022 et par 10 d'ici à 2030 pour atteindre les objectifs de mise en sécurité énergétique. 2. Combiner les énergies. Deuxièmement, les énergies renouvelables doivent être combinées entre elles. La diversité de climat et de géographie en France est propice au déploiement d'un panel divers d'énergies renouvelables, en particulier dans les Outre-mer. Le 100% énergie renouvelable ne sera possible que par le déploiement combiné de différentes énergies. Éoliennes sur terre et en mer, photovoltaïques et barrages hydroélectriques. Le déploiement des énergies renouvelables doit éviter l'écueil de l'industrialisation au détriment de la préservation des espaces naturels. 3. Former la main-d'œuvre. Troisièmement, la bifurcation écologique requiert une main-d'œuvre qualifiée et des savoir-faire techniques de précision. Les salariés du nucléaire et des énergies fossiles représentent déjà une main-d'œuvre hautement qualifiée. Ils ne doivent pas être laissés sur le bord du chemin, mais bénéficier d'une reconversion dans les filières écologiques d'avenir pour lesquelles 600 000 emplois pourraient être créés. 4. Local et national. Enfin, le déploiement des énergies renouvelables doit s'articuler à l'échelle nationale et locale. Il ne faut pas faire l'impasse sur la dimension démocratique. La création d'un pôle public de l'énergie doit s'établir en lien avec des coopératives locales de production et de consommation d'énergie renouvelable. 4. Transport. Développer les transports publics écologiques. Repenser la mobilité individuelle. Le transport ferroviaire a été abandonné au profit des camions.
La libéralisation des transports appuyée sur la surexploitation des camionneurs empêche toute politique de bifurcation écologique. De toute façon, notre vision du protectionnisme solidaire doit intégrer une pénalisation des transports longue distance, car l'urgence, c'est de relocaliser les productions au plus près des lieux de vie et de réduire les distances entre le lieu de vie et le lieu de travail ou de consommation. Mesure clé, pénaliser les transports sur longue distance pour relocaliser les productions. Développer les transports écologiques. Refuser la libéralisation et la mise en concurrence du transport ferroviaire. Adopter un plan de développement du ferroutage et de report modal. Cabotage maritime et fluvial. Nationaliser les autoroutes et les aéroports stratégiques. Repenser la mobilité individuelle, refuser la suppression des petites lignes ferroviaires, agir pour leur redéploiement en mini-cabines, développer les usages partagés de la voiture et les mobilités douces comme le vélo, relocaliser les productions, instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France, supprimer les niches fiscales polluantes, privilégier les circuits courts dans la commande publique. À l'Assemblée, 2 batailles parlementaires pour sauver et développer nos transports en commun. Les experts et scientifiques appellent à une modification radicale de nos modes de consommation, de production et d'échange. Les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. L'aménagement du territoire est la clé de toute planification écologique ambitieuse. Globalement, le train a tous les avantages. Qu'il s'agisse de transporter des voyageurs des marchandises, il est moins polluant que l'avion. À distance équivalente, un trajet en train émet 100 fois moins de CO2 que le même trajet en avion, et jusqu'à 40 fois moins de CO2 que le même trajet en voiture. Le réseau ferré permet une desserte finie de l'ensemble du territoire. Il crée aussi de nombreux emplois qui ne sont pas délocalisables. Or, nous avons perdu la moitié de nos lignes depuis 1950. Et le fret ferroviaire ne représente plus que 9% du transport de marchandises contre 89% pour la route. L'abandon de la ligne de fret Perpignan-Rungis a remis 25 000 camions sur les routes. Il manque 3 milliards d'euros par an sur 10 ans pour redéployer le train. Nous revendiquons la nécessité de rendre accessible à tous les transports écologiques. L'accessibilité des transports concerne les coûts, les fréquences et les dessertes. Face à l'urgence climatique, le grand déménagement du monde par camion doit être stoppé, le transport aérien raisonné et ferroviaire développé. Pour sortir du modèle exclusif de la voiture individuelle, il faut offrir aux individus les moyens d'y parvenir. Transport alternatif, tarifs solidaires, voire gratuité pour certains publics, mesures d'accompagnement. À l'occasion de 2 batailles parlementaires, la France insoumise a réaffirmé une ambition comprise dans son programme. À l'occasion de 2 batailles parlementaires, la France insoumise a réaffirmé cette ambition comprise dans son programme. 1. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Une première bataille a été menée contre le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, entre mars et juin 2018. Nos députés ont dénoncé un projet de réforme de la SNCF visant à obéir aux ordres de la Commission européenne. Ils se sont opposés à la logique de concurrence. Le changement de statut de la SNCF est la première étape d'une privatisation progressive de cette entreprise publique. Les députés insoumis ont défendu le projet d'un service public ferroviaire et d'une grande entreprise intégrée qui assure la desserte des populations partout sur le territoire. 2. La loi d'orientation des mobilités. Une deuxième bataille a été menée lors de l'examen du projet de loi dit d'orientation des mobilités au cours de l'année 2019. Les députés insoumis ont dénoncé un projet de loi inscrit dans la continuité de l'ouverture à la concurrence appliquée à la RATP, de la privatisation et de l'ubérisation des transports. Le groupe parlementaire a réclamé la requalification des travailleurs faussement indépendants, chauffeurs de VTC, coursiers, en salariés et réaffirmé la nécessité d'un aménagement écologique et social du territoire ainsi qu'un droit au transport pour tous. Les députés insoumis ont également défendu l'idée que le maillage des transports en commun est indispensable pour garantir aux individus l'accès aux réseaux collectifs qui permettent une vie digne. C'est pourquoi ils ont porté des amendements pour rétablir les petites lignes et les trains de nuit. Rénovation énergétique, un enjeu écologique et social.
Il y a urgence à rénover l'ensemble du parc immobilier. Les logements sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur de la construction génère la majorité des déchets. La précarité énergétique et le logement très mal isolé concernent 6,7 millions de Français. Un plan de grande envergure doit être mis en place. Mesures clés: refaire l'isolation d'au moins 700 000 logements par an. Mettre fin aux situations de précarité énergétique, privilégier les rénovations complètes, interdire la location des passoires thermiques, renforcer les programmes de détection des passoires énergétiques. Se donner les moyens, former les professionnels, mettre en place un guichet unique pour les propriétaires devant faire cette rénovation. Réduire l'impact écologique des travaux, développer l'éco-construction avec des matériaux bioclimatiques, bois, terre, paille. 6. Consommer autrement. Une France zéro déchet. La planète croule sous les déchets. Les mauvais usages, gaspillage, surconsommation des biens communs, comme l'eau par exemple, ne sont pas pénalisés. Et ce sont ceux qui ne peuvent payer qui subissent les conséquences des pénuries. Avec la règle verte, changeons de logique. Limitons le prélèvement des ressources naturelles pour garantir le temps nécessaire à leur reconstitution. Mesures clés: instaurer une tarification progressive sur l'eau et l'énergie, incluant la gratuité des quantités indispensables à une vie digne et taxer les mésusages. Abolir l'obsolescence programmée et allonger les durées de garantie légale des produits, faire reculer la publicité dans l'espace public. Contre la surproduction de déchets, interdire immédiatement les plastiques à usage unique, rendre obligatoire le recyclage, le compostage ou l'incinération dans cet ordre de priorité. Généraliser les consignes, développer les filières de réutilisation des matériaux et de substitution aux matériaux carbonés. Pénaliser les mésusages et les gaspillages, porter l'alimentation dans la restauration collective à 100% biologique et locale. Réduire la part des protéines carnées au profit des protéines végétales. Pollution. Désempoisonner le monde. 2020 est une année charnière. La masse des objets fabriqués par les humains surpasse désormais celle de tous les êtres vivants réunis. Si cette tendance se poursuit, la masse d'objets pèsera 3 fois plus que le poids de tous les êtres vivants en 2040. Le désastre écologique est multiforme, menace l'avenir du vivant et la survie de l'espèce humaine. L'empoisonnement du monde est global et systémique. L'air, l'eau, les sols sont affectés par les particules fines. Pesticides, détergents et autres produits chimiques, plastiques et déchets de tout genre, gravats, déchets nucléaires, appareils électroniques. D'autres formes de pollution moins couramment évoquées participent aussi au désastre. La pollution lumineuse est sonore, source de perturbations importantes pour la biodiversité, autant que pour les humains. Si les pollutions n'épargnent personne, elles ne frappent pas de manière égale. Les plus riches, avec leur surconsommation, polluent plus que les autres. Pourtant, ce sont les plus pauvres qui en subissent davantage les conséquences. En effet, les industries polluantes et les équipements toxiques sont plus souvent installés à proximité des quartiers pauvres. Selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental, les 2 tiers de la population française exposée aux risques industriels vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La peine est double pour les travailleurs modestes. À titre d'exemple, 10,9% des cadres respirent des fumées ou des poussières, contre 66,3% des ouvriers. Enfin, certaines régions sont livrées à des pollutions durables. Les Outre-mer sont particulièrement concernés. 90% de la population de la Guadeloupe et de la Martinique sont contaminés au chlordécone, un insecticide toxique et persistant. La Guyane subit pour sa part des projets miniers géants, comme celui de la Montagne d'Or. Le modèle actuel de production et de consommation est la cause de ce désastre. 2 piliers assurent la survie de ce productivisme issu de la révolution industrielle. Le premier pilier est l'obsolescence programmée, qui est l'organisation méthodique du remplacement continu des produits en leur imposant délibérément une durée de vie limitée. Ce renouvellement continuel des produits peut être lié aux effets de mode aussi bien qu'au bridage des possibilités logicielles et matérielles. Il s'agit de vendre toujours plus et de remplacer les produits sans se soucier de savoir ce qu'ils deviennent une fois jetés. Le second pilier est la publicité qui nous expose à une propagande commerciale permanente. Nous sommes récepteurs d'au moins 1200 messages publicitaires par jour et de près de 15 000 stimulus commerciaux.
L'État est dépossédé de ses moyens d'action et de contrôle par l'austérité par l'Europe et les coupes budgétaires. Les effectifs du ministère de la Transition écologique et solidaire ont fondu de 15% depuis 2017. Les accidents sur les sites industriels classés sont passés de 827 en 2016 à 1112 en 2018. Cette augmentation est la conséquence directe des personnels dédiés à leur inspection. Nous proposons de redonner à l'État les moyens, réguler le libre marché, redonner à l'État et aux collectivités locales les moyens humains et financiers pour appliquer le triptyque contrôler, surveiller, sanctionner, aider les victimes des pollutions et les lanceurs d'alerte sur la base d'un fonds abondé par les entreprises polluantes, bâtir un cadre international des polluants, interdire l'obsolescence programmée et allonger les durées garanties légales des produits, faire reculer la publicité dans l'espace public. Contre la surproduction des déchets, interdire immédiatement les plastiques à usage unique, rendre obligatoire le recyclage, le compostage ou l'incinération dans cet ordre de priorité. Généraliser les consignes, développer les filières de réutilisation des matériaux et de substitution aux matériaux carbonés. Pénaliser les mésusages et gaspillages, porter l'alimentation dans la restauration collective à 100% biologique et locale, réduire la part des protéines carnées au profit des protéines végétales. Rendre la dépollution durable. Rendre obligatoire la disponibilité des pièces de rechange et étendre la garantie commerciale à 10 ans. Développer le vrac et la consigne du verre dans les grandes distributions. Recouvrir à des matériaux biosourcés, bois, terre, paille, dans le secteur de la construction. Établir un plan d'urgence pour la dépollution rapide des régions durablement polluées en France, dont en priorité la Guadeloupe et la Martinique. Supprimer les niches fiscales polluantes. 7. Sauver l'écosystème et la biodiversité. L'activité humaine est à l'origine de la 6e extinction de masse. La biodiversité recule à cause du changement climatique, des pollutions, de la déforestation. Sa préservation se joue au niveau international et national par la création de normes communes et par l'exemplarité. Mesures clés. Interdire les dépôts de brevets sur les organismes vivants pour empêcher l'appropriation d'espèces animales et végétales par les entreprises privées. À l'échelle globale, refuser les OGM, mettre fin aux accords commerciaux internationaux dont les conséquences affectent le climat. Protéger les habitats et les espèces. Bannir les pesticides en commençant par les interdire autour des zones habitées, lutter contre l'artificialisation des sols, gérer durablement l'eau, des pollutions et régies publiques. Développer la filière bois française, refuser la privatisation de la forêt publique, garantir les moyens de l'Office national des forêts. L'eau, notre bien commun. L'eau est le défi commun de l'humanité. Il n'y a pas de vie sans eau. 70% de la planète en est recouverte. Les êtres humains eux-mêmes sont composés de 60% d'eau. Le changement climatique, la pollution chimique et la destruction de la biodiversité dérèglent le cycle de l'eau. Dans 20 ans, près de la moitié de la pollution mondiale vivra dans des régions en situation de pénurie d'eau. Un tiers de la population européenne pourrait être atteinte par des tensions sur l'approvisionnement en eau tout au long de l'année, et 45% en été. À l'échelle de la Méditerranée, dans 20 ans, plus de 250 millions de personnes seront classées comme pauvres en eau. Mais ce dérèglement produira aussi des pluies diluviennes sur des sols imperméabilisés, ou la disparition des zones humides et des cours d'eau autour desquels nous avons souvent bâti nos activités. Le droit à l'eau reconnu par l'ONU n'est en France ni une réalité sociale ni une réalité juridique. 2 millions de personnes en France ont du mal à payer leurs factures d'eau. Interdites depuis 2013, les coupures d'eau courantes à domicile continuent d'être pratiquées illégalement par les multinationales. Dans certains départements d'outre-mer, les autorités organisent des tours d'eau, c'est-à-dire des coupures alternées en raison de la sécheresse ou de la mauvaise qualité du réseau. La qualité de l'eau est aussi un problème majeur. La moitié des cours d'eau français sont pollués. C'est le résultat des pollutions industrielles et agricoles, pesticides. L'eau fait l'objet d'une appropriation privée par une poignée de multinationales. De très nombreuses communes ont confié à des entreprises privées l'assainissement et la distribution de l'eau. Cette privatisation de l'eau se fait au détriment de son usage courant. Et au final, elle est plus chère pour l'usager quand elle est privée.
Le prix rémunère en effet les actionnaires des compagnies privées. D'autre part, le réseau de canalisation est délaissé et vétuste. 1 litre sur 5 est perdu en route. Il est temps de considérer l'eau comme un bien commun. Sa gestion doit être publique et collective. Le droit à l'eau et à son assainissement, pour tous, doit être un droit fondamental et effectif. Nos objectifs et nos propositions. 1. Protéger l'eau dans la Constitution. Inscrire l'eau comme bien commun ainsi que la protection de l'ensemble de son cycle dans la Constitution. Inscrire l'accès à l'eau, son assainissement et le droit à l'hygiène comme droit humain fondamental. 2. Organiser la gestion 100% publique de l'eau. Créer un ministère ou un haut commissariat à l'eau. Créer une fonction publique de l'eau rassemblant l'ensemble des métiers de l'eau, eau potable, assainissement, milieu aquatique, navigation. Cela permettra aisément le transfert des salariés des entreprises de l'eau vers le secteur public. Renforcer les agences de l'eau et les services en charge de la police de l'eau. Déclarer le sous-sol et les nappes phréatiques comme bien commun. Généraliser la gestion publique locale et citoyenne de l'eau sur tout le territoire. Garantir une gestion transparente dans laquelle les usagers sont partie prenante des décisions. Affecter les agents techniciens et cadres du public et du privé dans les comités de gestion publics locaux. Lancer un vaste plan d'investissement dans le renouvellement des canalisations. Accélérer et renforcer les plans déjà engagés en Outre-mer dans ce domaine. 3. Organiser la gestion 100% publique de l'eau. Garantir l'accès pour chaque famille et chaque personne à un point d'eau gratuit. Suppression des abonnements. Garantir la gratuité des quantités d'eau nécessaires pour boire, se nourrir, pour l'hygiène et l'assainissement. Instaurer une tarification progressive et différenciée selon les usagers. L'eau qui sert à se laver doit coûter moins cher que celle qui sert à remplir la piscine. Réprimer plus durement les coupures d'eau illégales. Créer une commission sur la taxation de l'eau en bouteille. Protéger le cycle de l'eau. Réserver l'eau potable aux usages humains et animaux. Les eaux de pluie et de nappes brutes sont suffisantes pour les autres usages. Renforcer la police de l'eau et créer un service présent sur tous les territoires. Établir une carte crédible des cours d'eau de toute nature pour lesquels s'appliqueront les dispositions environnementales, notamment en matière de rejet. Elle établira les distances à respecter entre les différents lieux d'épandage des boues traitées. Soumettre à évaluation environnementale approfondie avec contre-expertise indépendante tout projet de création de bassins de rétention d'eau pour l'agriculture. Contrôler fortement le captage fait par les industries de mise en bouteille de l'eau et les industries de soda. Renforcer les contrôles en cas de projets industriels pouvant affecter les cours d'eau. Atteindre durant le mandat le très bon état écologique et chimique des cours d'eau. 5. Sur le transport de marchandises. Systématiser le recours aux différents modes de transport et le fret fluvial dès que possible. Instaurer un moratoire sur le canal Seine-Nord et s'assurer avant toute autorisation de son impact sur le trafic du port du Havre et sur la biodiversité. 6. Sur le transport international et de coopération de la France. Renforcer la mise en œuvre effective du droit à l'eau et à l'assainissement grâce à des mécanismes de coopération avec les peuples les plus défavorisés dans ce domaine. Renforcer la gestion démocratique du secteur de l'eau à l'échelle mondiale. À l'Assemblée, la bataille parlementaire pour les biens communs, l'accès à l'eau. Le groupe parlementaire insoumis s'est fortement engagé sur ce sujet dès le début du mandat. En décembre 2017, par la voix de Bastien Lachaud, il déposait une proposition de loi constitutionnelle visant à faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable. Les Outre-mer sont en première ligne de cette urgence sociale. Jean-Hugues Ratnon, député insoumis de La Réunion, a alerté sur le sujet dès décembre 2018 en déposant une proposition de résolution demandant l'ouverture d'une commission d'enquête sur l'accès à l'eau potable, sa qualité et ses effets sur la santé dans les Outre-mer. Depuis lors, les députés insoumis ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme au sujet des coupures d'eau subies par les habitants ultramarins. L'eau est aussi une urgence écologique. En effet, le cycle de l'eau est affecté par le réchauffement climatique. Le député Loïc Prudhomme a été vice-président d'une commission d'information relative à la ressource en eau, juin 2018.
Il a aussi présidé une commission d'information sur la gestion des conflits d'usage en situation de pénurie d'eau, juin 2020. Les Insoumis ont déposé une proposition de loi constitutionnelle visant à faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable. En juin 2020, une résolution intitulée L'eau et son assainissement, notre défi commun, rédigée par Jean-Luc Mélenchon, est adoptée lors de l'Assemblée représentative de la France insoumise. À cette occasion, le mouvement a fait de l'eau l'emblème de son engagement pour la sauvegarde de la biosphère indispensable à toute forme de vie. Un parcours dédié aux questions relatives à l'eau faisait partie du programme de formation et des débats aux universités d'été des Insoumis en 2020. En octobre 2020, les députés insoumis ont déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale tendant à la création d'une commission d'enquête sur le rôle de l'État dans le projet de rachat par Veolia de Suez et ses conséquences sur la gestion de l'eau et des déchets. Je passe le questionnaire qu'on retrouve sur le site noussommes-pour.fr. 8. Souveraineté alimentaire et révolution agricole pour une agriculture écologique et paysanne. L'agrobusiness détruit tout, les écosystèmes, la santé des consommateurs et celle des paysans. Les mots sont connus, pesticides chimiques, gigantisme agricole et soumission au marché financier. Ce système est fragile. Il crée des tensions alimentaires, des hausses de prix qui mettent en risque de sous-alimentation près d'1 milliard de personnes dans le monde. La pandémie de la Covid-19 a mis à nu les failles de la mondialisation de l'économie agricole et la fragilité extrême des grandes chaînes d'interdépendance. Nous croyons que la première mission de l'agriculture est de nourrir la population. En France, nous avons les moyens pour garantir l'autosuffisance alimentaire, de produire autrement, pour se nourrir tous et mieux. Mesure clé, instaurer une agriculture relocalisée, diversifiée et écologique. Créer 300 000 emplois agricoles, plafonner les marges de la grande distribution pour garantir des prix rémunérateurs aux producteurs, interdire les ventes à perte pour les agriculteurs, refondre la PAC. Pour une autre agriculture, imposer les circuits courts, stopper les projets de fermes-usines et éradiquer la maltraitance animale, développer l'agriculture biologique. Rompre avec la maltraitance animale. La maltraitance animale n'est pas un thème annexe de notre modernité. Au contraire, le traitement cruel des millions d'animaux est au cœur du modèle agricole productiviste. La consommation mondiale de viande repose sur l'existence d'élevages gigantesques où vaches, poules, cochons sont entassés les uns contre les autres, souvent sans possibilité de se mouvoir ou de voir la lumière du jour, si bien que ces élevages peuvent être qualifiés de concentrationnaires. Le modèle économique de bien des multinationales de l'agroalimentaire repose sur la commercialisation de malbouffe à bas prix. Elle modifie notre goût en développant chez nous des addictions pour leurs produits. Un modèle agricole dangereux pour l'humanité. L'augmentation des maladies chroniques comme le diabète ou l'épidémie d'obésité en France et dans les pays riches est directement liée à ce type d'alimentation que l'on appelle la malbouffe et au type d'élevage que cela induit. En effet, l'élevage concentrationnaire de l'industrie agroalimentaire favorise le développement des pandémies, comme celle de la Covid-19. Les fermes-usines jouent un rôle primordial dans la déforestation. Les milliers d'hectares de forêts sont abattus pour les remplacer par des champs de soja permettant de nourrir les bêtes des élevages industriels. La destruction de leur habitat naturel pousse certains animaux sauvages à cohabiter plus souvent, de manière plus étroite, avec les animaux d'élevage et les humains. D'où, entre les uns et les autres, une circulation accrue de virus inconnus. Les grands élevages agissent ensuite comme des incubateurs. Les virus, venant d'animaux sauvages, peuvent s'y répandre et muter jusqu'à infecter les cellules humaines. Il existe un lien intime entre la cruauté infligée aux animaux par notre modèle alimentaire et le retour à de grandes pandémies. C'est pourquoi, à l'Assemblée nationale, les députés de la France insoumise ont déposé et défendu des amendements pour interdire les fermes-usines sur le territoire français, la ferme des 1000 vaches, mais aussi celle des 26 000 porcs ou des 185 000 poules. La lutte contre la maltraitance animale n'est pas une cause secondaire, un caprice ou une sensiblerie. C'est un aspect central de la recherche de l'harmonie avec la nature. Il n'y aura pas de rupture avec l'agriculture productiviste
avec la malbouffe, avec la déforestation, avec le désastre climatique, sans rupture avec la cruauté envers les animaux. Tout cela est une seule et même chose. La bifurcation écologique implique de revoir notre relation aux êtres sensibles. L'interdiction de la pêche électrique, conquise grâce au travail du député européen Younous Omarjee, était indispensable tant du point de vue de la barbarie de cette technique que de son effet écologique désastreux sur la biodiversité marine. Au fond, le capitalisme financier de notre époque a rabaissé l'animal au rang d'une marchandise comme une autre. Mais en considérant les animaux comme des objets dont nous pourrions disposer à notre guise et sans égard, nous abandonnons notre propre humanité. L'humanisation est un processus par lequel nous reconnaissons les joies, les peines et les émotions de nos semblables. Cette capacité à l'empathie, à prendre avec soi la souffrance de l'autre, fait de nous une espèce en constant apprentissage et perfectionnement. C'est le cœur de notre humanité. Nous nous devons de reconnaître la sensibilité de tous les êtres vivants. La volonté pour nous de mettre fin à la souffrance inutile des animaux et de rompre avec le système économique qui rend inévitable cette cruauté sera un progrès pour l'humanité. Les parlementaires insoumis ont défendu l'abolition des pratiques les plus cruelles des élevages industriels comme les batteries des poules pondeuses en cage, les lapins enfermés dans des boîtes de la surface d'une feuille A4 ou couper la queue des porcelets. Que gagnons-nous à infliger une telle souffrance? Rien. Que gagnons-nous à y mettre un terme? Une meilleure opinion de nous-mêmes, acquise en reconnaissant d'autres sensibilités que la nôtre. Nos propositions pour sortir d'un modèle générateur de maltraitance. Interdire les fermes-usines, limiter les temps de transport des animaux vivants, interdire les pratiques cruelles, poules et lapins en batterie, broyage des poussins, ablation de la queue, etc. Interdire tous les élevages de production de fourrure. Déterminer de nouvelles normes pour améliorer les conditions d'élevage, accès à l'air libre, pâturage, densité, surface minimale. La souveraineté alimentaire. Mangez tous, mangez mieux. L'actuel modèle agricole est dévastateur sur le plan écologique et social. Les conséquences des pesticides, de la déforestation importée et des émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à la surconsommation de protéines animales sont documentées. Il en va de même pour les conséquences de l'élevage intensif sur le développement des pandémies. Les agriculteurs et les travailleurs du secteur peinent à vivre de leur métier. Ils subissent les conditions de travail dégradées et s'empoisonnent aux pesticides. La surface agricole utile nationale représente plus de la moitié du territoire. Pourtant, nous sommes de plus en plus dépendants du reste du monde pour notre alimentation. Depuis 2000, les importations françaises ont été multipliées par 2. On estime que la France importe environ 20% de son alimentation, dont plus de la moitié de ses fruits et légumes. La crise de la Covid-19 a révélé au grand jour les dangers de la globalisation agricole et alimentaire. La forte dépendance de notre agriculture au marché mondial et ses conditions de fonctionnement conduisent au chaos. Nous sommes soumis à la volatilité des prix, au flux tendu, c'est-à-dire à l'absence de stock. Près de 20% des agriculteurs ont déclaré un revenu nul, voire un déficit. Laisser faire le marché est un fiasco. Aujourd'hui, toute la chaîne de l'agriculture à l'alimentation est en difficulté. Près de 20% des agriculteurs français ont déclaré un revenu nul, voire un déficit de leur exploitation en 2017. Un agriculteur se suicide tous les jours en France. Un tiers des agriculteurs a plus de 55 ans et risque de partir à la retraite d'ici 2022, à cause du coût du foncier agricole, de l'artificialisation rampante et d'une profession qui attire moins. Beaucoup pensent ne pas pouvoir transmettre leur ferme. À l'autre bout de la chaîne, l'alimentation est source d'inégalités sociales. Le modèle alimentaire occidental est trop riche en produits transformés et en protéines d'origine animale. En France, l'actuel modèle agricole a conduit à une augmentation du taux d'obésité atteignant les 15%. Du fait de la crise économique provoquée par la Covid-19, chômage et précarité bondissent en même temps que les prix des produits frais. Ainsi, la famine et l'insécurité alimentaire se propagent. Retrouver une souveraineté agricole et alimentaire est un enjeu incontournable de la bifurcation écologique. C'est aussi un enjeu indispensable pour la France et la clé pour fournir une alimentation de qualité saine et accessible à l'ensemble de la population. Sortir du marché agricole mondial permettra de garantir une juste rémunération du travail de la terre,
d'assurer des conditions de vie et de retraite dignes pour les travailleurs, paysans et salariés du secteur. La souveraineté agricole et alimentaire va à l'encontre de nombre de décisions au niveau international. Accords de libre-échange, européens, politique agricole commune, politique commerciale, droit de la concurrence, ou national, droit de la concurrence, politique foncière. Ce chantier nécessite de multiplier les investissements publics en faveur d'une agriculture bio, vivrière et paysanne. Les critères à respecter pour guider les investissements. Encadrer les prix agricoles et alimentaires grâce à des prix planchers pour les agriculteurs, des prix maximum établis par un coefficient multiplicateur et l'encadrement des marges de la grande distribution et des intermédiaires. Orienter les aides publiques agricoles pour favoriser la production écologiquement soutenable et augmenter la main-d'œuvre des exploitations. Faire une loi foncière pour encourager l'installation de nouveaux agriculteurs et permettre le développement de nombreuses exploitations à taille humaine. Lutter contre l'artificialisation des sols pour empêcher la disparition de surfaces agricoles utiles. Planifier la réduction progressive des doses d'engrais et de pesticides, limiter la taille des élevages, développer les circuits courts pour réduire la circulation des marchandises et l'utilisation d'emballages. Interdire le glyphosate et rétablir l'interdiction des néonicotinoïdes. Utiliser le levier de la commande publique, notamment par le passage au 100% bio dans les cantines scolaires. Instaurer un protectionnisme solidaire en fonction de la rémunération du travail agricole et des conditions de production. À l'Assemblée. Bataille contre les pesticides pour la souveraineté agricole et alimentaire. Le groupe parlementaire de la France Insoumise est fortement investi sur la question des pesticides. En octobre 2018, Jean-Luc Mélenchon a demandé la création d'une commission d'enquête sur le scandale du chlordécone dans les Antilles. Les députés insoumis se sont vivement opposés à la prolongation de l'utilisation du glyphosate et ont proposé son interdiction immédiate par une proposition de loi de Bénédicte Taurine, députée insoumise de l'Ariège, en janvier 2019. Déjà en juin 2018, Loïc Prud'homme, député insoumis de Gironde, a proposé l'instauration de zones tampons pour protéger les populations des pesticides. Le groupe parlementaire insoumis s'est également opposé à la réautorisation des néonicotinoïdes lors de l'examen du projet de loi en septembre 2020. Le recours massif aux pesticides n'est que la partie émergée de l'iceberg, qu'est l'absurdité écologique et sociale du système agro-industriel à l'échelle mondiale. En décembre 2017, le groupe parlementaire de la France Insoumise a dénoncé l'absence de référendum sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA. En juillet 2019, il signait une tribune collective contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. À l'occasion du projet de loi Agriculture et Alimentation, dite EGalim, les députés insoumis ont défendu de multiples amendements en faveur d'une autre agriculture relocalisée, écologique et paysanne. Ils ont proposé des solutions concrètes pour permettre aux paysans de vivre dignement de leur métier, plafonnement des marges de la grande distribution, prix plancher pour les agriculteurs, interdiction des fermes-usines, circuits courts privilégiés dans la commande publique, etc. Les députés se sont également préoccupés des conséquences à l'autre bout de la chaîne. Une commission d'enquête sur les dangers de la malbouffe a été menée par Loïc Prud'homme en 2018 et a débouché sur une proposition de loi présentée lors de la niche parlementaire insoumise l'année suivante. En finir avec la malbouffe. Notre société fait face à une épidémie de maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension et de cancers dus à l'alimentation. Ces maladies sont souvent liées à la pauvreté et au consumérisme généralisé. Les coûts humains, sociaux et financiers sont considérables. Ainsi, la prise en charge des maladies liées à l'alimentation représente la moitié des dépenses de la branche maladie de la sécurité sociale. C'est un véritable enjeu de santé publique. Nous devons nous protéger de la malbouffe qui développe des addictions et nous rend malades. Or, depuis de nombreuses années, les politiques publiques misent sur les engagements volontaires des industriels et des publicitaires pour réguler leur production. C'est un échec. La publicité tourne à plein régime. L'agro-industrie utilise 332 additifs différents. 5 ministères sont concernés par ce sujet. Des mesures fortes et urgentes, en accord avec les recommandations scientifiques, sont indispensables. Les mesures les plus urgentes à mettre en œuvre. Créer un ministère de la production alimentaire. Interdire d'urgence les additifs les plus controversés, tels que le nitrite de sodium et le nitrate de potassium, très utilisés en charcuterie. Limiter la liste des additifs autorisés à ceux admis dans l'agriculture biologique. Réduire le taux de sel, de sucre et d'acides gras saturés dans les aliments transformés.
Rendre le Nutri-Score étiquetage nutritionnel obligatoire pour sortir de la désinformation et du marketing de la grande distribution. Interdire la publicité alimentaire sur tous les supports, radiophoniques, audiovisuels et électroniques, à destination des enfants et adolescents. Créer une heure hebdomadaire d'éducation à la nutrition dispensée de la maternelle au collège. 9. L'égalité des territoires par la démocratie et les services publics. Des territoires ruraux et des petites villes abandonnées, des métropoles éclatées entre ghettos de riches et quartiers pauvres, les gilets jaunes ont jailli de cette démesure inégalitaire. Remettons de l'ordre et de la justice dans l'organisation du pays. Mesure clé. Organiser la coopération volontaire entre les communes et mettre fin à la compétition entre les territoires. Revenir sur la logique technocratique des métropoles et des méga-régions. Défendre et reconstruire le maillage de transports en commun et des services publics, notamment dans les départements ruraux, les quartiers populaires et les outre-mer. Stopper l'étalement urbain, renoncer aux grands projets inutiles et imposés, rapprocher les bassins de vie et les bassins d'emploi. Organiser les territoires de la République. L'organisation territoriale de la République et de la prise de décision à l'échelle locale et politique. Elle a des effets concrets sur la manière d'accomplir la bifurcation écologique et de répondre à l'urgence sociale de façon démocratique. Pour cela, l'organisation institutionnelle du territoire doit reposer sur un triptyque clair, en partie hérité de la Révolution française. Premièrement, l'État comme garant de l'intérêt général et de l'égalité à l'échelle nationale. Deuxièmement, le département comme orchestre de l'équilibre entre les territoires. Troisièmement, la commune comme lieu d'expression démocratique des citoyennes et citoyens habitants de ces territoires. Le processus de décentralisation débuté en 1982 s'est construit à rebours de ces principes. Il a transféré une partie du pouvoir de l'État aux collectivités territoriales. Les différentes réformes institutionnelles engagées en ce sens, notamment depuis les années 2010, ont progressivement renforcé les intercommunalités, en particulier les métropoles et les méga-régions. Plus éloignées des citoyens, elles privilégient la compétitivité et la concurrence entre territoires au détriment de la planification écologique et de la mise en œuvre des politiques redistributives. Nous souhaitons redonner à l'État les moyens d'assurer sa mission de garant de l'égalité et de planification de l'aménagement du territoire afin d'assurer la bifurcation écologique. Pour remettre en cohérence l'organisation du territoire avec les impératifs écologiques et démocratiques, nous portons plusieurs propositions. Nos propositions pour aménager les territoires. Redonner aux communes leur rôle de cellules de base de la démocratie, revenir sur l'obligation qui leur est faite d'appartenir à des intercommunalités afin de permettre une coopération volontaire à condition qu'elle soit utile et nécessaire à la bifurcation écologique. Imaginer de nouvelles coopératives d'action communale sur la base de projets partagés dans une perspective écologique de relocalisation des emplois, de proximité des services publics et de réduction de l'emprise urbaine. Supprimer les métropoles et autoriser la scission des intercommunalités pour mettre fin à la compétition entre les territoires. Supprimer la fiscalité propre des EPCI, métropoles, agglomérations, etc. et restituer ses moyens financiers aux communes. Le département en tant que collectivité territoriale doit être réaffirmé comme l'échelle pertinente pour organiser un maillage minimal et équilibré du territoire en services publics essentiels à la population. Mettre en place des assemblées citoyennes régionales pour débattre des projets d'aménagement et d'investissement en lien avec la planification écologique. La forêt, notre bien commun. La forêt filtre l'air, l'eau et stocke le CO2. Elle a donc une fonction essentielle. Quelle est la situation ? Les arbres couvrent près du tiers de notre territoire, mais nos forêts sont gravement menacées. Le réchauffement climatique provoque des sécheresses mortelles pour les arbres qui n'ont pas le temps de s'y adapter. Ils sont alors plus exposés aux épidémies qui déciment les forêts. Les dommages causés par le réchauffement climatique sont accélérés par une gestion orientée depuis des décennies vers l'exploitation industrielle transformant les forêts en monoculture intensive. La pratique des coupes rases, abattage de la totalité des arbres d'une parcelle, en particulier, est néfaste sur le plan environnemental. Une forêt rasée, c'est autant de biodiversité qui disparaît. Les sols sont mis à nu, sont acidifiés et appauvris par le ruissellement. Les canicules les brûlent et détruisent les nouveaux plants. Les monocultures représentent aujourd'hui plus de 80% des plantations.
Or, nous savons qu'une forêt mélangée résiste mieux aux maladies, aux aléas climatiques et à ses conséquences. Quand certaines essences dépérissent à cause des sécheresses, d'autres peuvent résister et combler les vides. Quand les insectes ravageurs prolifèrent à cause de l'adoucissement du climat, quand une maladie survient, la concentration d'une seule essence favorise la propagation, comme dans un élevage industriel. Loin de prendre les mesures nécessaires pour enrayer ce dépérissement, le gouvernement aide au contraire l'industrialisation. Il détruit l'Office national des forêts, ONF, alors que son savoir-faire et son expérience sont indispensables à la restauration et à la sauvegarde des forêts. Le budget de ce service public ne lui permet plus d'assurer efficacement ses missions régaliennes, telles que la surveillance du territoire et du foncier, ou la gestion de la biodiversité. Les réductions de personnel lui ont fait perdre le tiers de ses effectifs en 25 ans. En 2020, ce sont encore des centaines de suppressions de postes qui ont été annoncées. Les conséquences humaines sont dramatiques, les suicides se comptent par dizaines. Pour notre pays, c'est aussi une catastrophe économique. La France exporte du bois brut et importe des produits transformés à forte valeur ajoutée. Les transports inutiles sont désastreux pour le climat et pour l'emploi. Nous avons perdu 90% de nos scieries en 60 ans. Rien que ces 10 dernières années, 1000 établissements ont encore fermé et 50 000 emplois ont été supprimés. En 2019, le déficit du commerce extérieur dans ce secteur a atteint un record, 7,37 milliards d'euros, plus 7,8% en un an. 1. Respecter le temps long et la biodiversité dans la forêt. Autoriser les coupes rases seulement quand aucune autre solution n'est possible. Favoriser la diversification des essences d'arbres par les forestiers. Réglementer le ramassage des branches et des souches destinées à la production d'énergie pour permettre au sol de se reconstituer. Renforcer les moyens humains et matériels de lutte contre les feux de forêt. Encourager la création de coopératives de petits producteurs, le regroupement pour la gestion de parcelles forestières privées, gestion aujourd'hui difficile en raison du morcellement de la propriété. 2. Restaurer le service public de la forêt. Augmenter les moyens humains et financiers de l'Office national des forêts, ONF, et stopper sa privatisation. Augmenter la part des forêts publiques. Créer un droit de préemption publique avec des budgets suffisants pour que l'État et les collectivités territoriales achètent des forêts et les gèrent dans l'intérêt public. Permettre à l'ONF de disposer des moyens pour assurer ses missions d'accueil du public, notamment scolaires. Interdire le travail détaché et augmenter les salaires des forestiers. 3. Assurer la pérennité de la filière bois. Reconstruire tout le secteur de la transformation du bois au travers d'une transformation professionnelle publique et aider des scieries et des entreprises artisanales à s'installer pour leur permettre de traiter des essences diversifiées en circuit court. Encourager l'usage du bois dans la construction et la filière bois-énergie. À l'Assemblée, la bataille parlementaire pour protéger les forêts. La protection des biens communs, dont font partie les forêts, est un aspect fondamental du programme L'Avenir en commun. Cet écosystème est indispensable à la préservation de la biodiversité. La députée insoumise Mathilde Panot a initié une commission d'enquête citoyenne et transpartisane, Forêt, biens communs, en septembre 2019. Cette commission d'enquête citoyenne a abouti à la présentation d'une proposition de loi en juillet 2020. Le plan de déconfinement économique présenté en juillet 2020 intègre dans ses grands chantiers d'intérêt général la nécessité de valoriser les matières premières nationales. Le développement d'une filière bois française soutenable et créatrice d'emplois en fait partie. Tout est prêt pour mettre en œuvre cette loi, dès le début de la prochaine mandature. De nombreux amendements visant à lutter contre l'industrialisation, la marchandisation de la forêt et la privatisation de l'Office national des forêts ont été défendus à l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire de la France insoumise. Tout est prêt pour mettre en œuvre cette loi, applicable dès le début de la prochaine mandature. Mettre fin au pillage économique de la nation. 10. Mettre fin au pillage économique de la nation. Infrastructures, services publics, fleurons industriels ou technologiques, industrie de souveraineté, combien de privatisations à vil prix, d'argent confisqué, voire détourné. L'intérêt général doit être défendu et ses adversaires punis. Mesures clés. Instaurer une agriculture relocalisée,
diversifiée et écologique. Rendre effectif le droit de réquisition par l'État des entreprises d'intérêt général. Décréter un moratoire sur les partenariats public-privé, PPP. Auditer ceux en cours et abroger les dispositions législatives les permettant. Poursuivre les atteintes aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique faisant partie des intérêts fondamentaux de la nation, selon l'article 410-1 du Code pénal. Créer une commission parlementaire spéciale pour faire le bilan de toutes les faveurs accordées et des privatisations. Abandon de fleurons comme Alstom, Alcatel, EADS. Depuis 3 décennies. Permettre la mise en examen et la détention préventive des suspects. À l'Assemblée, la bataille contre la privatisation. Depuis 30 ans, les gouvernements n'ont cessé de livrer nos services publics au marché. Emmanuel Macron a accéléré ce mouvement destructeur. Avec la loi Pacte, le président a ainsi fait voter la possibilité d'une privatisation d'Aéroports de Paris, ADP, de la Française des Jeux, Engie, ex-GDF. Et ce, en dépit de tout bon sens économique et de la préservation des intérêts stratégiques français. Ces entreprises sont des quasi-monopoles, donc très rentables, et ADP représente par exemple la première frontière française avec l'étranger. Notre proposition de loi référendaire a reçu plus d'1 million de signatures. Avec des parlementaires de tous bords, les députés insoumis ont voulu rendre le pouvoir au peuple concernant la privatisation d'ADP. Notre proposition de loi référendaire a recueilli plus d'1 million de signatures. Mais le gouvernement n'a voulu écouter ni l'opposition ni les Français. Il a acté cette privatisation et attend des temps plus calmes pour vendre définitivement ce bien public. Instaurer un protectionnisme solidaire pour produire en France. 11. Instaurer un protectionnisme solidaire pour produire en France et assurer notre indépendance. Des droits sociaux soumis au chantage permanent du dumping social avec son nivellement par le bas, un bilan écologique désastreux, une industrie dévastée, une agriculture désorganisée, des régions entières condamnées, le grand déménagement du monde doit cesser. La France ne doit pas dépendre d'autres États pour ses productions essentielles. Lorsqu'une crise éclate, il est déjà trop tard pour relocaliser la production. Mesures clés. Relocaliser d'urgence les productions essentielles à la vie de notre pays. Adopter des mesures anti-dumping d'urgence pour les industries stratégiques, augmenter immédiatement les droits de douane pour les pays qui ne respectent pas ou peu les droits sociaux. Revisiter le code des marchés publics pour favoriser les entreprises sociales et solidaires, écologiques et locales. Faire l'inventaire et l'évaluation des accords déjà signés et imposer le respect des normes sociales et écologiques lors de la commercialisation des produits importés en France. À l'Assemblée, le combat pour la régulation des échanges internationaux. Depuis des années, nous alertons sur les méfaits du libre-échange qui détruit nos emplois et la planète. Pourtant, Emmanuel Macron et l'Union européenne ne cessent de signer de nouveaux traités en ce sens. En février 2018, une proposition de résolution défendue par Mathilde Panot et Clémentine Autain, députée insoumise, défendait l'idée qu'un référendum soit organisé sur le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le 23 juillet, Greta Thunberg, activiste écologique, prononçait un discours sur le climat à l'Assemblée nationale avant le vote décisif sur la ratification de ce traité. Les députés insoumis ont proposé l'organisation d'un référendum sur le CETA. Pour dénoncer l'incohérence de la majorité parlementaire, les députés de la France insoumise ont exhibé des t-shirts avec l'inscription « Hypocrite », adjectif et nom masculin et féminin. Qui vote le CETA et applaudit Greta avant de voter contre cet accord de libre-échange. Un combat également porté par la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann qui interrogeait, le 2 novembre 2020, le gouvernement sur l'absence de débat sur ce traité après de nouvelles révélations sur ses dangers pour les consommateurs. Focus, le protectionnisme clé de la bifurcation écologique. Le libre-échange est un pillage. Non seulement il détruit l'industrie en France, mais il est nuisible au niveau mondial. Il organise un nivellement vers le bas, général des droits sociaux et des salaires, et démultiplie le saccage écologique de l'écosystème. En déplaçant la production là où la protection de l'environnement est la plus faible, et en obligeant à transporter des marchandises sur des milliers de kilomètres, le libre-échange est un moteur important de la crise écologique qui menace l'humanité.
Loin de la logique de la compétitivité, qui veut exporter à tout prix, le pays doit produire à nouveau ici ce dont il a besoin. Cette reconstitution d'une capacité de production nationale est impossible sans de fortes mesures de protection commerciale. Le protectionnisme est un puissant levier pour réorienter la production et la consommation vers les besoins humains. C'est une arme démocratique pour que les peuples reprennent le contrôle du commerce. C'est également une nécessité écologique pour stopper le grand déménagement du monde. C'est enfin une urgence sociale pour promouvoir la coopération plutôt que la compétition au niveau mondial et européen. Le protectionnisme est ainsi le compagnon logique de la planification écologique. Aucune des priorités économiques et sociales de relance de l'activité, de partage des richesses, de réduction du temps de travail et de réindustrialisation ne seront possibles sans pratiquer dès le départ un protectionnisme assumé. Les enjeux relatifs à l'Union européenne seront détaillés plus précisément dans le 4e numéro des Cahiers de l'avenir en commun. Mais ce sont les traités européens qui fixent les orientations de la politique économique, privilégiant la compétition plutôt que la solidarité. Le libre-échange est à l'œuvre à l'intérieur de l'Union européenne, avec le marché unique, mais aussi à l'extérieur avec les accords de libre-échange. C'est l'acte unique 1986 qui a engagé l'Europe sur la voie d'un marché intérieur unifié, en prévoyant de lever tout obstacle à la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux. Depuis, les flux de marchandises circulent sans limite. Qu'importe les déséquilibres pouvant exister entre les pays. Notre objectif et nos propositions. Instaurer des droits de douane sur les critères écologiques, les émissions carbone et les pollutions par exemple. Instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France pour dissuader les délocalisations et pour produire et acheter au niveau français en priorité, voire européen. Exiger un dépôt de garantie préalable auprès de la Banque de France en contrepartie d'un investissement dans le pays. Établir des critères de localisation de l'activité pour la commande publique nationale et locale et pour l'accord des aides aux entreprises. Rendre effectives les peines de réquisition d'intérêt général pour toute délocalisation ou fermeture d'activité. Rompre avec le cadre de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Les flux financiers, quant à eux, se meuvent sans vrai contrôle, non seulement à l'intérieur de l'Union européenne, mais également vers des pays tiers. Qu'importe si cette liberté s'accompagne d'opacité et de fraude. En pratique, la Commission, mandatée par les États membres, a toute latitude pour organiser méthodiquement la déréglementation des marchés via l'abaissement des droits de douane et des normes sociales ou écologiques. C'est elle qui négocie les grands traités de libre-échange comme le TAFTA ou le CETA, dont l'application sera dramatique pour la population et les écosystèmes. Comme pour le marché unique, l'ouverture aux marchés mondiaux est un instrument de pression sur les salaires, les droits sociaux de notre pays, car elle les confronte de plein fouet avec ceux de pays aux standards moins élevés. Le projet politique européen doit être repensé. Il est temps de rompre avec le marché unique et la libre circulation des marchandises, qui met en compétition les États membres entre eux. Tout projet européen centré sur des bases de justice sociale et de coopération doit s'envisager en dehors du cadre actuel. En finir avec le marché unique est une étape nécessaire à toute politique de transformation sociale et écologique de l'économie. 12. Limiter le pouvoir de la finance. La finance a mis par terre l'économie réelle en 2008. Sauvée par les États, et donc par les contribuables, les banques, en cause dans la crise financière de 2008, avaient juré qu'elles changeraient. Rien n'a changé. Après les renoncements de François Hollande, elles agissent toujours au mépris du réel. Et Emmanuel Macron, lui-même, banquier, n'a jamais eu l'intention de limiter leur pouvoir. Mesure clé. Instaurer une taxe réelle sur les transactions financières, séparer les banques d'affaires des banques de dépôt, contrôler les mouvements de capitaux, identifier et interdire les produits toxiques et inutiles dérivés de la finance, limiter les effets de levier et les rendements actionnariaux exorbitants. Limiter les LBO, rachat d'une entreprise par une société qui a recours à l'emprunt, aux seules procédures de reprise des entreprises par les salariés. 13. Définanciariser l'économie réelle. Les actionnaires exigent des taux de rendement obtenus au détriment des droits sociaux et de l'appareil de production. Ils imposent la tyrannie du temps court sur le temps long, de l'activité humaine et de l'impératif écologique. Il faut protéger l'économie réelle des agissements des spéculateurs. Mesure clé. Moduler l'impôt sur les sociétés selon l'usage qu'elles font des bénéfices afin d'encourager l'investissement en France. Pénaliser le versement de dividendes et interdire aux entreprises de distribuer un montant de dividendes supérieur à leurs bénéfices.
Mettre fin à la cotisation continue des entreprises en bourse et moduler les droits de vote des actionnaires selon la durée d'engagement dans l'entreprise. Mobiliser l'argent pour financer les PME, les emplois, l'écologie. 14. Mobiliser l'argent pour financer les PME, la création d'emplois et la bifurcation écologique. Chaque jour, des petites entreprises meurent faute d'être soutenues par les banques. A l'inverse, des milliards d'euros sont donnés sans contrôle ni contrepartie sociale ou écologique aux grands groupes. Finançons enfin l'économie réelle et les PME. Mesures clés. Créer un pôle public bancaire. Socialiser les banques généralistes en vue de financer les petites entreprises sur critères sociaux et écologiques. Accorder une licence bancaire à la Banque publique d'investissement pour lui permettre de se financer auprès de la Banque centrale. Généraliser l'économie sociale, solidaire et coopérative. 15. Société de l'entraide, généraliser l'économie sociale, solidaire et coopérative. Face aux prédateurs de la finance et à la dictature des actionnaires, une autre économie est possible. Elle existe déjà grâce à des centaines de milliers d'entreprises qui créent des millions d'emplois. Nous proposons des mesures pour que ce type d'économie devienne l'alternative à l'économie libérale. Mesures clés. Généraliser l'économie sociale et solidaire, ESS. Reconnaître un droit de préemption aux salariés pour former une coopérative en cas de fermeture ou de vente de leur entreprise. Garantir l'accès à l'ESS, au financement et au marché public. Des pôles publics pour répondre aux besoins. Nous avons l'intention de mettre en place des pôles publics dans différents secteurs. Nous voulons ainsi répondre à des enjeux immédiats, urgents même, et mettre à l'abri des logiques financières, les biens et les services qui servent à l'intérêt général. En pleine pandémie, la France s'est retrouvée en pénurie de médicaments ou de matériel de protection sanitaire. L'illusion du libre-échange et de la concurrence libre et non faussée prônée par l'Union européenne, aboutissant aux délocalisations et à un pays sans usines, s'est effondrée. La reconstitution de notre souveraineté économique est impérative pour faire face aux défis écologiques ou sanitaires. Les nationalisations sont un outil pertinent pour éviter de perdre un savoir-faire indispensable. Par exemple, Luxfer produisait des bouteilles d'oxygène médical de grande qualité, mais a été condamné par la voracité de son actionnaire. Les nationalisations sont aussi un levier pour réorganiser un secteur en difficulté, amené à changer d'orientation dans le cadre d'une bifurcation écologique, comme le secteur aérien par exemple. La constitution de pôles publics est nécessaire dans certains domaines pour répondre aux besoins de la population. Des activités commerciales vitales pour la vie commune reposent sur des monopoles, de fait, en raison de leur structure de réseau. C'est le cas des secteurs de la production d'énergie ou des transports. Pour des raisons de souveraineté, d'efficacité économique et de prise en compte des objectifs de bifurcation écologique, ces secteurs essentiels doivent échapper à la logique marchande. Cela implique de s'opposer aux directives de l'Union européenne. Il relève de la responsabilité de l'État de gérer ces services qui assurent à chacun le minimum pour vivre dignement et sont des secteurs clés pour engager la bifurcation écologique. Un pôle public de l'énergie. Mener une politique cohérente en renationalisant EDF et Engie ex-GDF, en lien avec les coopératives locales de production et de consommation d'énergie renouvelable, pour atteindre l'objectif de 100% d'énergie renouvelable. S'opposer à l'offensive de l'Union européenne et du gouvernement pour démanteler EDF et privatiser les barrages hydroélectriques. Un pôle public des transports. Stopper la mise en concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et reconstruire un pôle public des transports autour de la SNCF. Un pôle public bancaire. Créer un pôle public bancaire notamment par la socialisation de banques généralistes en vue de financer les entreprises et de mener une politique du crédit sur critères sociaux et écologiques. Accorder une licence bancaire à la Banque publique d'investissement dans son ensemble, groupe BPI France, pour lui permettre de se financer auprès de la Banque centrale. Un pôle public du médicament. Créer un pôle public du médicament pour assurer l'approvisionnement et l'égal accès au traitement. Focus. S'intéresser aux propositions des autres programmes. Nous accordons une grande attention au travail des autres organisations, aux collectifs de citoyens, soucieux de bâtir des propositions concrètes pour le pays. Même s'il existe aujourd'hui peu de propositions de programmes complets en vue de l'élection de 2022,
Nous avons identifié quelques plateformes venant du monde associatif ou de coordination citoyenne. Nous vous proposons, dans chaque numéro des Cahiers de l'avenir en commun, un tour d'horizon des contributions programmatiques. Nous avons d'ailleurs installé un comparateur de programmes sur notre site internet afin d'assurer un suivi tout au long de la campagne présidentielle. Dans ce numéro, nous traitons les initiatives existantes qui ont fait des propositions sur le thème de la planification écologique. 1. La Convention citoyenne pour le climat. Le rapport final de la Convention citoyenne et ses 149 propositions actent que la politique menée ces 5 dernières années est définitivement contraire aux aspirations populaires. Dans le même temps, ces propositions sont compatibles à 90% avec l'avenir en commun. Dans le domaine des déplacements, l'avenir en commun et la Convention citoyenne partagent l'ambition de renforcer les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle comme le train. Les deux proposent de gérer démocratiquement les mobilités ou encore de limiter les effets néfastes du transport aérien. Ces propositions partagées se retrouvent dans tous les autres domaines. Dans le secteur du logement, nous nous retrouvons pour réduire la consommation d'énergie et lutter contre l'artificialisation des sols. Les clauses environnementales dans les marchés publics sont aussi proposées dans les deux programmes. Enfin, en ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation, il s'agit dans les deux cas d'un changement radical de la politique agricole dans l'intérêt des agriculteurs et des consommateurs. Le gouvernement, quant à lui, a choisi de mettre à la poubelle au moins la moitié des propositions de la Convention citoyenne. La taxation des dividendes, à hauteur de 4%, le moratoire sur la 5G ou encore l'interdiction de la publicité pour les produits polluants. Nous soutenons ces propositions. 2. Des propositions du collectif Plus Jamais Ça. Le 26 mai 2020, 20 organisations réunies sous la bannière du collectif Plus Jamais Ça ont publié un plan de sortie de crise de 34 mesures. La convergence avec les propositions de l'avenir en commun y est frappante. La vision de long terme pour la bifurcation écologique développée dans le document reprend celle de la France insoumise, un plan pour créer de l'emploi massivement dans l'agriculture paysanne, l'accès à une alimentation de qualité et au logement pour toutes et tous, par exemple. 3. Les propositions du manifeste du temps des communs. Le manifeste du temps des communs est né des suites de l'appel dit du Big Bang, lancé au lendemain des élections européennes de 2019. Il est écrit par des personnalités issues de différentes cultures politiques, notamment écologistes, insoumises, communistes et socialistes, et ou impliquées dans le mouvement social, la vie intellectuelle, le monde artistique. Si la forme de manifeste et non de liste de propositions implique une absence de précision de multiples propositions, on peut y voir la convergence des propositions avec l'avenir en commun. Le temps des communs fait ainsi de la sobriété, de la solidarité et de la justice sociale des principes structurants pour la transition écologique, de la même façon que l'avenir en commun. De multiples propositions concrètes le rejoignent. La pérennité des objets contre l'obsolescence programmée, l'interdiction des produits qui nuisent à l'environnement et à la santé, privilégier les productions locales, sortir des énergies carbonées et du nucléaire, entre autres. On note cependant l'absence de termes majeurs comme protectionnisme, règles vertes ou planification, ainsi qu'une méfiance déraisonnable à l'égard de l'État. 4. Les revendications des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, par son ampleur et sa durée, est l'un des événements politiques majeurs de ces dernières années. Selon des sondages successifs, leurs revendications ont suscité l'adhésion de la majorité du pays. Qualifiées par eux-mêmes de directives du peuple, elles ont été listées le 29 novembre 2018 à la suite d'une consultation en ligne à laquelle près de 30 000 personnes ont participé. Ces propositions coïncident à 95% avec celles de l'avenir en commun. Quoique les Gilets jaunes aient entamé leur mouvement par la critique d'une taxation écologique aveugle, ils partagent l'ambition écologique de l'avenir en commun. Taxer le fioul maritime et le kérosène, arrêter la construction d'immenses zones commerciales ou encore favoriser le transport de marchandises par voie ferrée. 5. Les propositions pour un retour sur Terre. Les 35 propositions pour un retour sur Terre sont une série de mesures économiques et institutionnelles proposées par 7 chercheurs: Dominique Bourg, Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, Johan Chapoutot, Philippe Debrosse, Xavier Ricard-Lanata et Sophie Svaton. Elle dresse un constat proche de celui de l'avenir en commun sur les activités humaines qui mettent en danger la planète et l'habitat humain et envisage des solutions similaires en matière de planification écologique. Un grand nombre de mesures avancées sont compatibles avec l'avenir en commun. La conception d'un État garant du bien public et des biens communs
qui exerce un protectionnisme visant à relocaliser l'activité, qui recouvre sa souveraineté monétaire et qui récupère des instruments de pilotage monétaire et financier, est partagé avec l'avenir en commun. C'est aussi le cas dans le domaine agricole avec la libération de semences ou la volonté de développer une agriculture paysanne et, dans le domaine énergétique, entre autres, avec l'arrêt immédiat des subventions en faveur des énergies fossiles. On pourrait aussi citer l'opposition aux accords de libre-échange ou encore un aménagement du territoire mettant un terme à la métropolisation. Néanmoins, quelques divergences sont notables. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont moins ambitieux que ceux de l'avenir en commun, et plusieurs problématiques ne sont pas abordées, telles une éventuelle participation populaire à la planification ou encore la question du nucléaire. 6. Les propositions des ordres du jour de la rencontre des justices. Les ordres du jour de la rencontre des justices constituent 30 propositions programmatiques à horizon 2030. La rencontre des justices a été lancée par un appel publié le 30 juillet 2020 et signé par 177 citoyens. Leur objectif est d'unir le bloc des justices autour d'un programme commun impulsé par la société civile. Les convergences sont nombreuses entre l'avenir en commun et leurs propositions, même si elles sont souvent moins ambitieuses. Pour l'agriculture, nous partageons leur volonté de protéger les agriculteurs de la concurrence et du productivisme, de mettre en place des chèques alimentaires pour les plus démunis et d'encourager les agriculteurs à réaliser une transition vers l'agroécologie, entre autres. Les propositions se rejoignent aussi sur le vivant. Permettre un juste équilibre entre nos écosystèmes et les animaux, renforcer le droit de l'environnement dans la hiérarchie des normes françaises, interdire le glyphosate et les néonicotinoïdes, reconnaître le préjudice du chlordécone. La liste des convergences inclut aussi le climat, avec la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, le logement, avec l'ambition de permettre l'accès à un logement digne et durable, les mobilités, pour des transports accessibles à tous et respectueux du climat, et pour stopper l'extension urbaine et commerciale, la consommation, pour une information transparente, complète et indépendante sur la traçabilité des produits et l'encadrement renforcé de publicité, et l'énergie pour permettre à chacun d'avoir accès gratuitement à une consommation à hauteur de ses besoins. Cependant, certains termes caractéristiques de l'avenir en commun sont absents. Nationalisation est peu utilisée, sauf pour les autoroutes. Souveraineté, règles vertes, planification et bifurcation n'apparaissent pas. Certains sujets majeurs sont totalement absents, comme le nucléaire et les forêts, ou traités de manière extrêmement vague, comme l'industrie. Urgence climatique et défense nationale. Plus que jamais, les conflits au XXIe siècle seront liés à la question écologique. Le fait écologique se superpose à des situations économiques et sociales déjà complexes. En étudiant les insurrections populaires les plus récentes, on trouve déjà, à l'origine d'une partie d'entre elles, des tensions relatives à la ressource en eau. Les conséquences du changement climatique nous conduisent tout droit vers un monde de plus en plus instable. La raréfaction des ressources, la multiplication et l'intensification des catastrophes qui n'ont plus de naturel que le nom, participent d'une insécurité grandissante des populations. La seule montée des eaux pourrait déplacer jusqu'à 280 millions de personnes. Les conditions matérielles d'existence de milliers de gens sont anéanties brutalement et les systèmes de santé et de sécurité civile sont mis à rude épreuve. La nouvelle donne climatique force à s'interroger sur le rôle que l'on souhaite confier aux forces armées à l'avenir. Bien sûr, il faudra planifier le déploiement de moyens adéquats. En effet, les catastrophes naturelles sont d'une telle ampleur que, dans de nombreux pays, l'armée est la dernière force publique dotée d'une capacité logistique suffisante pour venir en aide aux populations. Le réchauffement climatique et ses conséquences modifient non seulement les types d'intervention, mais également les conditions climatiques des théâtres d'opération. De nouvelles zones, telles que l'Arctique et les grands fonds, riches en hydrocarbures ou en minerais, font déjà l'objet de toutes les convoitises. Or, les politiques néolibérales ont considérablement affaibli les marges de manœuvre des armées, y compris dans les pays les plus développés. L'équipement des soldats et le matériel est-il adapté à de fortes chaleurs, au froid polaire ou aux interventions en haute mer? Les infrastructures militaires sont-elles exposées à la montée des eaux, aux inondations et aux incendies? Un bilan et un plan d'adaptation s'imposent. Une nouvelle défense passive, c'est-à-dire un dispositif renouvelé de la protection des populations, est nécessaire. Une nouvelle défense passive, c'est-à-dire un dispositif renouvelé de protection des populations, est nécessaire.
Tel est le sens de notre proposition de service citoyen. Il serait obligatoire et rémunéré au SMIC. Bien sûr, l'objection de conscience et le refus personnel seraient garantis par le droit. Effectué entre 18 et 25 ans, sa durée serait de 9 mois. Les conscrits auront la charge de tâches comme la sécurité civile, la protection et la réparation de l'environnement, ou encore l'aide à des associations labellisées d'intérêt général. Ce qui est important, c'est que la patrie en a besoin. Ce ne sera plus pour faire face à une menace militaire imminente comme ce fut le cas par le passé, même si à l'évidence le contingent sera formé pour une part aux tâches militaires, cette dimension ne serait pas centrale. Le fond, c'est le défi de notre siècle, le changement climatique. Nous savons d'ores et déjà qu'il aura des conséquences qui vont profondément perturber notre société. C'est déjà le cas. Chaque fois que cela se produit, il faut mettre les gens à l'abri, acheminer les vivres, rétablir le courant, réparer et nettoyer les bâtiments dévastés par les eaux. Il s'agit donc plutôt de constituer un grand corps d'entraide publique pour faire face aux catastrophes naturelles. C'est aussi une manière de former une conscience collective. Dans chaque préfecture, il existe déjà un bureau de la sécurité civile. Nous disposons donc déjà de l'armature dans l'État pour accueillir une partie des jeunes conscrits citoyens.